Alors, vous ne serez pas étonnés puisqu'en fait, l'idée de ce webinaire, c'est aussi que ceux qui ne seront pas en présentiel puissent en profiter. Donc, nous allons être enregistrés. Donc, que ça ne vous bloque pas pour intervenir, hein, loin de là. L'idée étant que ça soit vraiment un moment d'échange et de partage sur cette expérimentation et sur l'article 51 entre ceux qui ont eu la possibilité d'avoir des patients avec nous dans le cadre de ce projet et puis ceux qui aimeraient bien en avoir ou ceux qui ont envie de se joindre aussi à nous dans ce projet. Donc, nous allons commencer par nous présenter. Je vais laisser la parole à Magali. On va faire, nous, un tout petit tour de table. Alors, on est masqué, on est désolé, mais les circonstances nous obligent un peu encore à ça. Donc, à toi, Magali. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis Magali, je suis la responsable de l'éducation thérapeutique au sein du Centre Léon Bérard. Et donc, vous avez pu me voir pour ceux qui sont là dans le cadre de la formation. Bonjour, je suis Madame Audrey Pradine et je suis assistante de projet sur l'article 51. Et donc, moi, je suis Pascale Sontec, je suis adjointe à la direction des soins sur les parcours et je fais partie du copilotage de ce projet et de la mise en place, de son suivi et de son évaluation. Donc, je vais vous parler un petit peu du déroulement de notre heure ensemble. Donc, l'idée, c'est de revenir sur le projet, les grandes étapes, de revoir un peu le cadre de cette expérimentation, de vous reparler un peu de l'actualité. On vous donnera quelques chiffres pour avoir une perspective, je dirais, de bilan, de prise en charge, d'inclusion. Et puis, l'essentiel aussi, c'est de pouvoir vous donner la parole. À mes côtés, il devrait y avoir Louise Ruiz, qui est une infirmière libérale pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est très impliquée au sein de l'URPS infirmier et qui devrait nous rejoindre, j'espère, dans peu de temps, pour aussi apporter son éclairage sur le volet libéral et domicile. Et puis, nous terminerons par une petite perspective d'avenir par rapport à ce projet. Donc, voilà un petit peu le déroulé de l'heure que nous allons passer ensemble. Alors, juste quelques petites recommandations, mais je pense que maintenant, tout le monde est aguerri à l'utilisation de ces plateformes digitales. Donc, juste, vous êtes vigilants par rapport au micro, mais je vois qu'il n'y a pas de souci, tout le monde l'a fermé. Donc, l'ouvrir, en fait, lorsque vous voulez intervenir. Et puis, s'il est ouvert, faire attention un petit peu au bruit aux alentours, parce que c'est vrai que ça prend tout de suite des proportions assez importantes. Voilà. Alors, on va utiliser un outil un petit peu interactif avec lequel vous allez pouvoir interagir avec nous. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'écrire des choses et qui vont pouvoir se projeter en fait directement sur l'écran. Comme ça, tout le monde pourra voir exactement ce que l'autre a pu écrire. Ça évitera des fois le brouhaha, je dirais, de tous parler en même temps. Donc, nous allons utiliser aujourd'hui cet outil. Je vous laisse le code. Donc, c'est www.menti.com et on va vous demander un code et le code, c'est le 48 07 235. Vous allez tomber sur une plateforme qui s'appelle Mentimeter. Et là, une fois que vous aurez rentré le code, et ben vous allez pouvoir interagir avec nous. C'est un outil assez simple d'utilisation, donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis avec. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse rectifier tout ça très rapidement. Est-ce que c'est bon? Tout le monde a pu se connecter? Quoi? Non, après, du coup, ça s'affiche là. Alors, pour faire un petit test et savoir si ça marche, on va vous poser une petite question.
pour savoir comment vous vous sentez aujourd'hui. Donc, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes en forme? Vu le contexte, n'hésitez pas à vous lâcher parce qu'il y a peut-être plein de choses à dire. Ah, super. Donc, a priori, ça marche. Alors, vous êtes 5, vous êtes 4, donc ben, superbe. Donc, vous voyez tous à l'écran, en fait, les réponses, c'est ça? Donc, a priori, oui. Donc, vous êtes tous motivés. Donc, ça, c'est génial. Donc, nous aussi, on va essayer de maintenir cette motivation tout le temps de l'heure. Alors, il y en a qui sont fatigués, ce qui peuvent se comprendre. Et puis, il y en a qui sont en forme. Donc, tout va bien. 7, 2, 3, 4, 5. C'est bon, c'est... Oui. Oui. Louise, tu nous as rejoints. Super. Donc, je te laisse peut-être te présenter. Louise, si tu ouvres ton micro. Ah. Non, Louise est repartie. Non, elle est revenue. Louise. Ça y est. Bien. Je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Je t'ai entendu, Pascal. D'accord. Donc, tu peux juste dire un petit peu qui tu es par rapport aux personnes qui sont autour de l'écran, je dirais. Allez, eh bien Louise Ruiz, moi je suis donc infirmière, hein, comme nous tous, peut-être qui sommes dans cette belle aventure. Donc là, moi je suis élue URPS et dans le cadre de cette mission, nous avons travaillé avec l'équipe du CLB sur la mise en place et la réponse à des appels à projets sur notamment là celui de l'immunothérapie. Et dans ce cadre-là, on a pu travailler comment il était possible de pouvoir à la fois permettre aux patients d'être dans un parcours ville-hôpital et que nous, au niveau infirmier, dans nos pratiques respectives hospitalières et libérales, travaillons en commun avec des objectifs et des outils communs. Et notamment là, on était plutôt en ETP. Voilà, si vous voulez, ma présentation. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Louise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer avec les personnes qui sont connectées avec nous. Et du coup, pour mieux vous connaître, on va à nouveau vous reposer une petite question pour savoir d'où vous venez, entre guillemets, sur quel département vous vous situez, où est-ce que vous travaillez, quel est votre secteur géographique. Et donc 69, la Drôme 26. Est-ce qu'il y a d'autres départements où ça se limite à Lyon? Ok. Non. A priori, donc soit il y a les Drômois, soit il y a les Lyonnais. Très bien. Est-ce que tout le monde a pu utiliser oui? Oui, ça se met en route. Encore 69. Donc une grosse partie des personnes qui sont derrière l'écran, je dirais, viennent de la région lyonnaise. Est-ce que ça serait possible maintenant? On va faire un petit tour de table. Et si vous pouvez vous présenter en quelques mots et du coup ouvrir un peu vos micros et nous dire est-ce que Giuseppe, tu veux commencer? Nous dire un petit peu. Alors, toi, tu es le Drômois, donc on te laisse la parole. Oui, bonjour. Je suis Drômois pour le boulot. Non, je suis Zérois. Vous ne m'entendez pas? Si, nickel. J'entends. Et donc, via Louise, m'a proposé de participer justement à la construction de ce projet avec le CLB et l'URPS, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir et que ça a été hyper intéressant de m'investir là-dedans. C'est pour ça que je suis là aussi encore aujourd'hui.
Et j'ai trouvé ça super. Et créer ce lien ville-hôpital via l'ETP et l'immunothérapie, j'ai trouvé ça top. Donc voilà, je suis investi à fond. Parfait, D'où le super. motif. Est-ce que du coup, Madame Claire, vous pouvez y aller? On enchaîne. Bonjour, moi je partage des informations, j'ai croisé du CP sur des formations aussi. Alors moi je suis sur la nouveauté, j'adore travailler avec le CLB et pour moi c'était une évidence de rejoindre au plus vite cet article 51 pour sa nouveauté, son sujet sur l'immunothérapie qui me plaît beaucoup et puis voilà, de rejoindre l'équipe et d'avancer. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaisait beaucoup dans l'immuno? C'est la conception générale, la nouveauté, le fait de pouvoir faire ce lien ville-hôpital et nouvelle aussi pour évoluer et progresser aussi sur cette évolution du métier et des différents projets. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être Madame Tessier, on va essayer de faire d'abord peut-être les représentants des professionnels libéraux et puis après on donnera la parole à ceux qui sont internes au CLB. Madame Tessier. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, ok. Voilà, donc moi je travaille sur Faisin et je faisais partie là, de la première équipe là, concernant le projet donc pour l'immunothérapie. Voilà, écoutez, sinon j'ai toujours pas pratiqué, on va dire des séances d'éducation thérapeutique sur ce projet puisque j'ai pas eu de patients envoyés, mais voilà, je suis en attente et puis très volontaire, voilà, sur ce projet. Très bien, super. Annick, à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis du nord de Lyon, Neuville-sur-Saône, plus exactement, les Monts d'Or. Donc, j'ai eu mon premier patient il y a 15 jours et j'ai un autre patient en éducation samedi. Voilà, très motivée, oui, contente que le CLB, à travers l'article 51, nous permette d'appliquer l'éducation thérapeutique à domicile. Ça nous fait une possibilité, un champ énorme, voilà. Et puis voilà, c'est très intéressant et je suis très contente. D'accord, super. Et puis Sophie, excusez-moi, je vous appelle par vos prénoms, comme ça c'est bien. Un peu plus simple. Sophie? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors moi je m'appelle Sophie, donc je suis infirmière sur Charbonnières-les-Bains. J'ai fait plusieurs formations avec Louise, dont la certification en éducation thérapeutique. J'ai été, moi, contactée par le CLB pour pouvoir débuter l'immuno. J'aurais dû prendre le tout premier patient, mais malheureusement, la patiente n'a pas pu suivre le cursus. Et pour l'instant, je n'ai pas de patient parce que les patients que l'on m'a proposés n'ont pas pu rester dans l'étude. Voilà. Donc, vous n'avez pas pu aller jusqu'au premier atelier thérapeutique. C'est exact. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, en fait, je n'ai pas pu arriver là. D'accord. Donc, vous avez connu la coordination avec nos IDEC, mais Tout à fait. pas encore l'ETP en lui-même par rapport aux patients. Alors, c'est ça. Pour faire le lien, je vais donner la parole justement aux deux IDEC qui sont présentes. Alors, peut-être Marie, puis après, on verra avec Bénédicte. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc moi, je suis Marie Berlioz, je suis infirmière de parcours. J'ai une double casquette parce que je suis à la fois sur la dermatologie et à la fois sur l'urologie. Et c'est vrai que je connais quelques-unes d'entre vous, peut-être notamment Claire et Annick, parce que je vous ai orienté des patients dans le cadre de ce projet. Voilà, donc un projet qui prend forme petit à petit avec ces difficultés
pour différentes raisons. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de faire un petit point avec les libéraux aujourd'hui, qu'on n'a habituellement que par téléphone. Et que là, au moins, ça permet peut-être un petit peu de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. Bien, merci Marie. Bénédicte, si tu veux enchaîner. Bonjour à tous, moi je suis Bénédicte, l'infirmière de coordination sur le parcours thoracique. Voilà, donc je suis contente aussi de participer à ce projet, de pouvoir échanger davantage avec les libéraux et puis qu'on puisse voilà, travailler tous ensemble sur des nouvelles choses. C'est toujours très stimulant. Avant de vous repasser une petite vidéo qu'on avait faite sur justement le projet, oui, il nous manque l'équipe ETP, excusez-moi. Donc, je vais donner la parole à Virginie et ensuite Jessica et Marjo. Virginie, vous nous entendez? Oui, oui, de loin, mais on vous entend. Il n'y a pas d'amplificateur. Vous m'entendez mieux? Oui, parfait là. Est-ce que vous... donc bonjour, je suis Virginie Montagnier. Effectivement, pour les plupart des infirmières libérales, je vous ai eu en classe virtuelle. Donc j'ai été avec Magali à la conception des ateliers d'éducation thérapeutique sur l'immuno. Et donc j'étais très contente de les concevoir, d'animer la formation effectivement. Et puis j'espère que ça se passe bien, les ateliers, voilà, pour vous. Et c'est chouette aussi d'avoir ce lien ville-hôpital pour mieux échanger, mieux communiquer dans ce projet. Marjorie, peut-être, si vous voulez vous présenter à votre tour, puis on finira en fait par Jessica. Excusez-moi du changement de planning. Allez-y, Marjorie. Pardon? Allez-y. Oui. Donc, Marjorie Dumont, je suis assistante en éducation thérapeutique. Et du coup, je coordonne le parcours du patient et notamment, je prends contact avec les infirmières pour organiser les ateliers, récupérer les synthèses des ateliers. Je fais ce lien-là. Et puis Jessica, qui est la petite dernière qui a rejoint l'équipe ETP. Oui, bonjour. Donc, je suis Jessica, je suis infirmière. J'ai une double casquette sur le centre Léon Bérard, à la fois une casquette sur la coordination des nouvelles demandes pour les nouveaux patients qui arrivent sur le centre, qui ont une suspicion très forte d'une nouvelle pathologie cancéreuse ou un diagnostic posé tout récemment. Et ma deuxième casquette est donc de venir en renfort sur cette équipe d'éducation thérapeutique autour de l'expérimentation de l'article 51. C'est moi la petite, qu'on ait bien reçu tous les documents, vos chartes, vos conventions, voir comment les IDEL peuvent avancer dans la recherche de leur formation, etc. Je fais beaucoup de liens donc, sur le plan organisationnel, tous les papiers qu'on attend des IDEL notamment. Nous avons Madame Simbola qui nous a rejoint. Géraldine, c'est ça votre prénom, je crois. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et puis du coup vous présenter, s'il vous plaît? En bas à gauche de votre écran, vous devez avoir le micro. C'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Allez-y. Voilà. D'abord, excusez-moi pour le retard. Voilà, donc la question, excusez-moi, j'arrive un peu… Vous présentez un petit peu, parce que tout le monde a un petit peu dit sur quel secteur géographique il travaillait. Donc, si vous pouvez nous donner un petit peu cette information, comment vous avez connu le projet, et puis est-ce que vous avez pris en charge des patients avec nous déjà ou pas? Voilà. Alors, moi, effectivement, je travaille sur le secteur de Bron.
Donc le projet, j'avais fait l'éducation thérapeutique de ce but-là parce qu'on avait eu un peu des informations. Et j'ai déjà pris une patiente sur la fin d'année, là où j'avais fait 2 sessions, une en octobre et le deuxième atelier en décembre. D'accord, super, très bien. Et vous avez pu aller faire les ateliers du coup à domicile, c'est ça, hein? C'est ça, j'ai fait les ateliers à domicile. Après, en fait, c'est une personne qui avait un autre cabinet infirmier. Donc, le temps qu'il se forme, moi, j'ai fait les 2 ateliers. Et après, pour les injections, en fait, l'autre cabinet reprend la main. D'accord, très bien. Eh bien, parfait. Donc, on va du coup enchaîner sur un petit rappel de ce projet, même si tout le monde qui est présent aujourd'hui en a tout à fait, je pense, l'idée. Donc, une petite cartographie sur nos partenaires. C'est vrai que c'est un projet, comme l'a dit Louise tout à l'heure, on n'est pas tout seul, hein, il n'y a pas que le Centre Léon Bérard. Nous avons les URPS qui sont à nos côtés, que ce soit l'URPS infirmier ou médical. Nous avons l'ARS et la CNAM, bien sûr, le réseau oncologie Auvergne-Rhône-Alpes, tout ce qui est GCS Saras pour les plateformes connectées. Nous avons aussi CareLab, dont Juliette qui est à nos côtés, qui ne se montre pas, qui est dans l'ombre, mais qui fait un boulot extraordinaire, en tout cas en ce qui nous concerne en termes de coordination. Et donc, ce projet a vu le jour parce que tout le monde, à un moment donné, s'est mis autour de la table et a débattu justement de l'intérêt de pouvoir faire l'immunothérapie à domicile pour des patients atteints de cancer et de le coupler dans un secteur, je dirais, plutôt sécurisé avec de l'éducation thérapeutique sur la première séquence de ce parcours. Donc, on va vous reprojeter peut-être une petite vidéo qui avait été faite initialement lorsqu'on a démarré ce projet, qui réexplique un peu les 3 séquences, juste pour se remettre un petit peu, je dirais, dans le bain de manière concrète de comment ça se passe. Donc, elle est courte, hein, c'est une petite vidéo qui dure 4 minutes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça va permettre un peu justement d'ouvrir le débat et de voir avec vous peut-être là où c'est peut-être compliqué, qu'est-ce qu'il faut que nous améliorons en termes de coordination et de travail et d'échange avec vous. Et puis peut-être aussi dire qu'est-ce qui marche bien, parce qu'aussi ça fait toujours plaisir et c'est important. Allez, hop!
Donc, je ne sais pas si vous la connaissiez, cette petite vidéo. Ça résume. Alors, il y a effectivement plutôt des verbatims qui résument l'essence même de ce projet. Avant de reprendre un petit peu les enjeux, les différentes étapes, juste nous avions une petite question à nouveau, c'était comment vous aviez pris connaissance de ce projet et quelles étaient vos motivations justement pour y participer. Alors même si vous l'avez déjà un peu exprimé, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un peu votre retour sur ces deux questions. Alors, Madame Simbola, en fait, on utilise l'outil menti.com. Vous voyez certainement en haut de l'écran, et il y a un code à mettre. Vous pouvez, si vous avez la possibilité de vous connecter via votre téléphone. Alors, qu'est-ce que vous... J'ai pas compris ce que vous utilisez. Le logiciel qui est sur l'adresse www.menti.com. Ah oui, d'accord. Vous avez le code juste au-dessus. Il faut ouvrir une page internet. Vous ouvrez la page internet et puis vous vous connectez avec le code et vous pourrez avoir accès en fait au questionnaire. D'accord. Et donc les réponses de chaque participant s'afficheront directement à l'écran. Donc pour l'instant, nous avons comme réponse des connaissances issues de la première formation, des échanges avec le CLB. D'autres raisons, d'autres idées où ces deux propositions résument un petit peu. Alors, donc par mail, motivation, appliquer le TP en ville, augmenter la connaissance en cancérologie et immunothérapie, le CLB, en proposer de prendre un patient en soins, et puis via l'URPS, motivé du moment qu'il faut créer un lien entre la ville et l'hôpital pour le bien du patient. Donc c'est vrai que cette coordination, donc on va le voir justement, je vais vous reprendre un petit peu les enjeux de ce projet à travers vos réponses. C'est vrai que alors, dernière question, pardon, qui est l'appréciation de ce projet en un mot. Vous mettriez quel type de verbatim comme adjectif, comme, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de manière spontanée? Super. Wow. Novateur, enrichissant, performant. Stimulant, innovant, génial, valorisation de l'infirmier ou de l'infirmière libérale, performant, ça je crois que je l'ai déjà dit. Ok, très bien. Alors on va voir sur les enjeux justement si ça peut répondre à tout ça. Alors c'est vrai que juste pour resituer le contexte, hein, comment est né ce projet? Donc, comme certains l'ont dit, hein, l'idée c'était effectivement de créer encore plus de liens entre la ville et l'hôpital. Il est né parce que on s'est aperçu à un moment donné que il y avait deux choses. D'abord, l'immunothérapie, c'est un traitement qui est effectivement novateur, qui aujourd'hui donne des résultats assez prometteurs dans certains types de cancers, notamment tout ce qui est poumon, mélanome, qui étaient jusqu'à présent des cancers avec des fois des pronostics assez sombres. Et puis le fait que la proposition de ces traitements aujourd'hui embolise pas, mais en tout cas augmente la file active de notre hôpital de jour. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir proposer à un moment donné aux patients de pouvoir faire ces traitements chez lui, à domicile. Mais pour pouvoir faire cela dans des conditions, on va dire, les plus sécuritaires possibles, eh bien, dans le cahier des charges et dans la réflexion
qui a réuni tous les acteurs dont nous avons parlé tout à l'heure, c'était de se dire comment faire pour que le patient se sente en sécurité sur des traitements innovants qui ont souvent des effets secondaires complètement différents de la chimiothérapie et pour lesquels ça peut être des fois surprenant. D'où l'idée de mettre en place de l'éducation thérapeutique, à la fois parce que c'était aussi un moyen on dit toujours de rendre acteur le patient, mais c'était aussi de lui expliquer quels pouvaient être potentiellement ses effets secondaires, et puis d'embarquer les libéraux dans cette aventure avec des soins qui aujourd'hui sont peut-être faits, mais peut-être pas faits de cette manière-là. Donc c'est vrai qu'il a fallu réfléchir, concevoir des outils. Le Covid est passé par là, ça nous a obligés aussi à nous adapter, c'est-à-dire à être un peu moins en présentiel, un peu plus en distanciel et avoir des outils connectés, d'où toutes ces vidéos, d'où justement l'utilisation de classes virtuelles. Et puis de se dire, dans ce parcours sécurisé, de proposer aux patients 6 mois d'abord en hôpital de jour avec des consultations rythmées avec son oncologue référent, et puis d'avoir en soutien l'hospitalisation à domicile que certains connaissent bien puisque vous travaillez aussi avec nous pour d'autres types de prise en charge, et d'avoir cette sécurité notamment sur les week-ends, sur les soirs, et que tout le monde puisse avoir un répondant, que ce soit vous, professionnels libéraux, comme le patient aussi ou son entourage. Et une fois que cette première séquence de 6 mois passée, si tout s'est bien passé, eh bien, c'était de se dire qu'il y avait une possibilité que ces traitements puissent se faire à domicile, à nouveau sur 6 mois avec, comme la première fois, sur la première séquence, un suivi assez rapproché. Alors là, sur la première séquence, ce sont les IDEC de parcours qui en sont, je dirais, responsables. Sur le deuxième séquence, c'est les infirmières de coordination de l'hospitalisation à domicile. Et puis, sur la troisième séquence, qui va durer plus longtemps, sur une année, eh bien, comme les effets secondaires seront moindres, ça sera de passer la main complètement en fait, aux cabinets libéraux. Ce projet, c'était aussi d'axer sur la qualité de vie, parce que c'est vrai que lorsque les traitements reviennent tous les 15 jours, ça nécessite des trajets, des allers-retours qui, selon le secteur géographique, peuvent être relativement longs. Aujourd'hui, vous êtes une majorité, je dirais, de la région lyonnaise, mais ce n'est pas le cas de tous les patients. Et c'est vrai que la fatigue aidant, plus les traitements, les effets secondaires, ça peut être aussi une forme de qualité de vie de rester à son domicile et chez soi, avec le fait aussi que si on se place sur un plan purement, je dirais, économique, de pouvoir faire peut-être aussi des économies en termes de trajet, parce que le patient pourra être traité à son domicile. Et puis enfin, là où c'est innovant dans cette expérimentation, c'était de penser une autre forme de rémunération, c'est-à-dire de parler plutôt d'une rémunération au forfait, et que dans cette innovation, je dirais, financière, c'était que l'établissement allait recevoir justement tous ces versements en fonction de chaque séquence, en fonction des différents actes qui auront été identifiés au préalable, et qui allaient reverser du coup ces versements après aux différents professionnels libéraux. Donc c'est vrai que c'est des enjeux assez importants. C'est des enjeux aussi qui étaient de pouvoir inclure, alors je vais dévier un petit peu pour vous faire un bilan de ce qui se passe aujourd'hui. C'était de pouvoir inclure donc sur 5 ans, parce que c'est un projet qui est sur 5 années, même si ça dure 2 ans, mais compte tenu de l'arrivée et de l'inclusion des patients, en fonction de la première, deuxième ou troisième séquence, avec la possibilité aussi de des fois redoubler, c'est-à-dire de refaire une autre séquence si le patient est peut-être pas encore très à l'aise par rapport à la gestion des effets secondaires,
ou en fonction des résultats de son bilan d'évaluation, c'était de se dire que pendant ces 5 années, 375 patients devaient être inclus, ce qui faisait à peu près, on va dire, 11 patients par mois. Alors là aussi, hein, on est dans une crise sanitaire qui est quand même très importante, qui bouge aussi les lignes et qui fait qu'aujourd'hui, nous avons 45 patients d'inclus et donc on est un petit peu loin des 75 imaginés sur les 6 premiers mois, puisque l'idée, c'était d'avoir 150 patients par an. Nous nous heurtons aussi à l'évolution très rapide des thérapeutiques, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'immunothérapie est un traitement qui peut avoir des effets secondaires importants, mais lorsque ça marche, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, ce sont aussi des immunos qu'on va soit utiliser avec de la chimiothérapie, soit avec de la thérapie orale ou en double immuno. Et c'était des protocoles qui n'avaient pas été forcément envisagés au départ, puisqu'on était parti sur de la monothérapie. Donc, dans l'évolution, en tout cas, de ce projet, qui est en cours par rapport aux accords avec notamment les tutelles, l'ARS et la CNAM, ça sera de pouvoir peut-être demain inclure des patients qui n'auront pas qu'une seule molécule, mais peut-être 2, de manière à pouvoir bénéficier aussi de cette expérimentation-là. Donc voilà un petit peu, je dirais, pour résumer assez globalement et rapidement ce projet. Et l'idée maintenant, c'était aussi, parce que j'ai beaucoup parlé, ça va être aussi de vous laisser la parole avec... donc on va enchaîner un petit peu sur vous, votre ressenti, à la fois par rapport à l'ETP, puisque tous autour de l'écran, je dirais que vous avez tous une formation à l'ETP qui est la base de la prise en charge de ces patients. Et puis peut-être de nous faire part de votre expérience par rapport à la formation d'immunothérapie. Et puis enfin, d'aller aussi, pour ceux ou celles qui l'ont expérimenté, comment ça s'est passé à domicile avec le patient, quelles ont été vos difficultés, quels ont été ce qui était facilitateur, de quoi vous auriez besoin aujourd'hui pour que nous, derrière, on puisse aussi s'améliorer, qu'on puisse, je dirais, encore plus sécuriser la prise en charge et puis qu'on soit derrière vous en termes de soutien. Donc, je vous laisse répondre à cette première question qui est votre ressenti par rapport à la formation ETP. La formation ETP et immuno aussi, bien sûr, comme me souffle Magali, puisque c'est l'immuno aussi qui est la plus importante à avoir aujourd'hui pour prendre en charge ces patients. Je peux commencer si vous voulez. Vous m'entendez? Allez-y. C'est Annick. La formation immuno, enfin ETP, je l'avais fait d'ailleurs avec Gaëlle, que je vois sur l'écran. Et la formation immuno, moi, je l'ai trouvée très, très enrichissante. J'ai appris vraiment beaucoup de choses, ça m'a fait beaucoup de bien. Par contre, c'était très dense, il m'a fallu revenir plusieurs fois, vraiment. Je n'ai pas pu intégrer en une fois, il m'a fallu refaire les vidéos au moins 3 fois hein, pour bien intégrer et être à l'aise. Voilà. Pour ce qui est de l'ETP à domicile, moi j'ai beaucoup aimé. Je fais un peu de formation et j'ai trouvé qu'on était entre la formation et le soin, qu'on était un peu à la limite et que cette idée de transmettre pour l'autonomie du patient, c'était vraiment... on pouvait vraiment l'appliquer là. Moi j'ai trouvé ça vraiment... Voilà, c'était donc, je l'ai fait il y a 3 semaines avec une de nos patients, enfin de nos patientes. C'était quelqu'un qui était très, très au courant, qui savait déjà tout sur les effets indésirables, qui en avait eu beaucoup, donc elle était très au fait. Mais par contre, l'atelier a vraiment mis en avant
le fait de revenir sur ces effets indésirables, les comprendre, les maîtriser, c'était vraiment alerter au plus vite pour éviter les complications. Et voilà, ça a été vraiment ce qui est ressorti de la première séance, en tout cas. C'était chouette. Voilà, j'ai un autre patient que je vais voir samedi, après-demain. Alors, lui, par contre, je pense que je n'ai pas été intégrée dans le réseau Sarah. Je n'ai pas eu de compte-rendu de consultation. Or, pour la dame précédente, madame, on peut dire les noms des patients ou pas? Non, parce que comme vous êtes filmé, ouais. Peut-être juste son lieu géographique. Oui, alors pour la dame de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, j'avais bien tout son dossier, donc j'étais très au fait de son parcours. Par contre, pour le monsieur de Parcieux, que je vais voir samedi, je n'ai pas de dossier, donc je pensais appeler les infirmières coordinatrices et me mettre au courant demain. Voilà. Alors, quand vous parlez des dossiers, c'est en lien avec l'éducation thérapeutique? C'est le diagnostic éducatif que vous parlez? Oui, entre autres, et puis même aussi les comptes rendus de consultation avec l'oncologue. Je les avais eus pour la dame de Saint-Germain et je ne l'ai pas eu, par exemple, pour le monsieur de Parcieux. D'accord. Eh ben, on va se coordonner. Voilà, mais c'était pas rien de grave, hein, c'était juste. Juste une petite question, puis après peut-être que vos collègues en auront aussi. Est-ce que du coup, dans votre ressenti ou votre expérience, vous avez l'impression que les patients, vous parliez justement de revenir sur l'ensemble des effets indésirables, de pouvoir former le patient à alerter. Est-ce que dans ce que vous leur transmettez, ça les désangoisse vraiment? Alors, c'est l'objectif normalement, mais est-ce que leur retour est vraiment très, très positif à ce niveau-là? Ou est-ce que vous avez plutôt… Clairement, elle m'a dit que c'était quelqu'un qui pourtant était très au courant, mais que ça la sécurisait. En plus, l'atelier était fait, il y avait sa compagne. Du coup, sa compagne a posé beaucoup de questions, elle a regardé les vidéos avec nous. Et vraiment, oui, on a mis l'accent sur la sécurité, de savoir quand alerter pour éviter les complications. C'était vraiment ça le point le plus important. D'accord. Vous avez visionné en fait les vidéos que vous aviez eues en formation avec les patients? Non, j'ai utilisé la vidéo Immunopolis, d'Immunopolis. Okay. Immunopolis, d'accord. Donc vous avez utilisé le Serious Game. Ouais. Super. C'est super. C'est vraiment bien. C'est un support qui permet de beaucoup discuter autour. Voilà. Enfin, par contre, l'atelier a duré 1h30. Ouais. 2h moins quart, presque 1h45. Parce que voilà, on avait plein de choses à dire. D'accord. Elle a beaucoup parlé, la patiente. Interactif par rapport à ça, et du coup, ça engendre des questionnements. Oui, puis surtout, elle avait envie de raconter son parcours, de partager avec sa compagne son niveau de comment dire, pas d'anxiété, mais en tout cas de maîtrise de la situation. Et voilà. Donc, et puis, moi, j'ai voulu prendre le temps parce que c'était un des premiers aussi. Donc, voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir sur ce que vient de dire Annick, dans celles qui ont eu la possibilité de déjà… Moi, je veux bien. En fait, donc, par rapport à ce que dit Annick, en effet, cette patiente, enfin, c'est une patiente aussi que je suis, qui avait eu de la double immunothérapie et qui, du coup, avait eu pas mal de toxicité. Par contre, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites par rapport à sa compagne. Je mets ça un peu en lien avec le Covid parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ce moment, les aidants et les accompagnants, la famille, ils sont très isolés finalement et très en dehors de tout ce qui se passe à l'hôpital, ce qui est souvent assez angoissant pour eux. Et en effet, je pense que là, ce point de TP, etc., là au moins, pour les proches, c'est aussi une manière en tout cas d'être concerné, de savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que moi,
j'avais revu par la suite cette patiente avec sa compagne et qui avait été très contente de cet atelier d'ETP. Elle vous a fait un retour? Oui, oui, tout à fait. Voilà, elles étaient toutes les deux très contentes. Voilà, et elles n'ont pas trouvé ça compliqué, elles ont trouvé ça assez accessible, assez simple. Et elles se l'ont bien approprié en tout cas. Ça a renforcé leur connaissance et ça les a rassurées. Et je pense même qu'elles ont un fils. Il aurait pu participer, au moins voir la vidéo et apprendre, et ça l'aurait probablement aidé aussi. Quel âge a leur enfant? Il a 12 ans, je crois. 12 ans. J'aurais dit 10 ou 11 ans. Ouais. 10 ans l'année dernière, 11 ans cette année. Ouais. Ok. Est-ce que d'autres veulent rebondir sur ce que vient de dire Annick? Bonjour, alors moi j'ai en charge deux patients actuellement. J'ai fait pour les deux la première ETP. Demain, je fais la deuxième ETP sur un patient. Alors, j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai trouvé aussi que c'était rassurant pour la conjointe. En tout cas, j'ai un monsieur qui était très au fait de sa pathologie et la femme ne savait pas trop comment gérer. Je pense qu'elle était très, très anxieuse de ne rien gérer, de rien maîtriser et de devoir aider sur quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Donc, c'est vrai qu'elle m'a demandé si elle pouvait participer. Et pour moi, c'est une évidence. C'est sécuritaire pour tout le monde. Donc, en fait, on a fait l'atelier pour monsieur et madame. Et du coup, elle, ça l'a rassurée de comprendre ce qui se passait pour son mari, d'avoir notion de ses effets secondaires, de qu'il fallait prévenir. Enfin, vraiment, dans l'organisation, ça l'a vraiment rassurée. C'est vrai qu'après, on laisse une trace de notre passage ou de différentes choses qui peuvent revoir à tête reposée et étudier ensemble. Et j'ai hâte d'être demain pour avoir un petit peu le retour de cette première ETP aussi et comment ils ont avancé, comment ils ont cheminé par rapport à ça et de pouvoir faire la deuxième. Alors, c'est vrai qu'aussi, je rejoins Annick. Moi, j'ai mis, je crois, le premier patient, je pense que c'était 2h30. Alors, c'est énorme. Et en même temps, comme je dis, on part du postulat du patient, de ce qu'il sait pour pas tartiner ou redire des choses qu'il sait déjà. Et ça, déjà, ça prend du temps parce que j'ai le sentiment qu'ils ont besoin de dire tout leur parcours, qu'on puisse bien comprendre et saisir. Alors, peut-être qu'il y radotent par rapport au CLB ou autre chose, mais je n'ai pas senti ça. Mais l'importance pour eux qu'on puisse les cerner. Et déjà, rien que cette communication-là, elle prend beaucoup de temps. Et l'ETP derrière, la première séance de TP, je trouve qu'elle est très, très dense. Il y a beaucoup de choses à voir, à faire, à laisser le temps aussi à chacun. Enfin, j'ai une différence entre les deux patients de s'approprier, de comprendre, de réfléchir. Et moi, je ne me vois pas bousculer et de leur dire j'ai qu'une heure ou c'est 1h15 normalement, donc je me dépêche et je m'en vais. Donc, c'est vrai que c'était les premières aussi, que comme Annick, on peut bien faire et que moi, je passe énormément de temps. Donc voilà. La deuxième personne, elle était avec son mari, mais qui est atteint d'un AVC, donc il ne percute pas trop, mais il était là, il était présent, ils ont participé ensemble aussi. Beaucoup d'émotions. Mais bon, voilà, l'interaction, est très intéressante. Est-ce Voilà. que c'était des patients? Est-ce que je peux intervenir? Puis-je intervenir, s'il vous plaît? Claire et Annick, merci pour ces retours qui sont extrêmement positifs dans les deux sens, aussi bien pour les personnes qui ont la chance de vous croiser et pour vous aussi, parce que du coup, vous n'êtes pas là par hasard. Hein. On le sait, tout le cœur que vous avez mis pour en arriver là, et bravo, le succès arrive. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous diriez, alors je ne sais pas, hein, je lance la question comme ça à la cantonade, au vu de vos deux remarques, est-ce que vous diriez que les 2h30 que vous avez passées avec ces personnes, ces patients, qui étaient finalement les premières consultations, la toute première consultation, diriez-vous que peut-être elle est liée du fait que comme vous n'êtes pas en consultation diagnostic éducatif, eh bien vous avez besoin d'un temps pour la prise de contact avec les personnes et du coup, vous rentrez dans l'atelier après une deuxième phase. Est-ce que vous diriez que cette consultation, elle est impactée en termes de contenu par une autre démarche parce qu'en amont, vous n'avez pas pu
avoir le contact avec les personnes pour faire une première présentation et du coup comprendre leur situation. Même si vous avez eu le diagnostic éducatif fait par les IDEC en termes de transmission, c'est quelque chose de très théorique. Est-ce que vous diriez que c'est ça qui fait qu'on a 2h30 devant nous de temps à administrer aux patients parce qu'il manque une phase? Je vous pose la question, je ne sais pas, c'est pour comprendre. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il manquait quelque chose, très franchement. Pardon, Claire. Est-ce que ce sont des patients que vous connaissez déjà à la base? Non, moi non. Ce n'était pas une de mes patientes. Moi, j'avais bien regardé son dossier, ça m'avait beaucoup aidé. J'avais eu Marie aussi au téléphone. Donc, alors c'est vrai qu'il faut une prise de contact de toute façon. Et puis, on n'est pas dans le faire, donc on ne va pas attaquer le branchement de la perfusion. Là, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être, donc il faut un petit peu de temps, c'est normal. Est-ce que c'est Mais je n'ai pas trouvé qu'il me manquait quelque chose, moi, pardon. Excusez-moi, est-ce que c'est des patients que vous aviez contactés un petit peu en amont déjà pour faire connaissance avant de prendre rendez-vous pour l'atelier? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est comment vous vous êtes organisé justement, parce que dans toute votre tournée que j'imagine assez dense, surtout aujourd'hui, prendre 2h30 ou 2 heures, qu'est-ce que ça demande en termes d'organisation? Alors, je vais d'abord répondre à Louise. Il ne manquait rien comme Annick, c'est-à-dire j'avais eu plein de données sur le CLB, mais c'est des données écrites. Et en fait, il me manque la subtilité du patient. L'entendre, entendre n'est pas pareil que lire. De savoir, de lire, il est au courant de sa pathologie, il sait très bien les choses, et de l'entendre et d'avoir cette sensibilité, c'est pas pareil. Et je trouve que le contact du coup humain est vraiment nécessaire. Et moi, j'avais déjà fait remonter la question, pourquoi est-ce que nous, je ne sais pas comment ça se passe, le diagnostic éducatif, est-ce qu'on ne peut pas participer nous aussi au diagnostic éducatif pour déjà être en contact avec les différentes personnes qui vont rencontrer et pouvoir peut-être sentir à travers les uns et les autres qui ont rencontré ce patient autre chose. Passer d'une planche écrite, d'un compte rendu à un contact est très différent et pour moi, ce temps, il est important. Et comme dit Annick, on ne fonce pas en disant, bon, alors vous savez tout, alors voilà, on va voir les effets secondaires, c'est un peu brut de décoffrage. Voilà, moi, j'ai besoin de ce temps-là pour appréhender la personne. Et puis, elle aussi, elle ne me connaît pas. Moi, ce n'est pas des patients que je connaissais avant, qu'elle puisse aussi me sentir. Enfin, c'est un peu la discussion de départ, c'est un peu, comme on dit, l'alliance thérapeutique, elle se fait par la discussion et par voilà, juste la prise de connaissance. Ce temps-là est important. Pour répondre à votre question sur l'organisation, ça prend 2h30. Moi, je le prends sur mes jours de repos. Je ne le fais jamais sur un jour de travail parce que j'ai besoin d'être libre dans ma tête, justement de ne pas avoir de montre ou d'horaire et de prendre ce temps qui est nécessaire. Si ça doit être plus court, c'est plus court. Si c'est plus long, c'est plus long. Donc, au démarrage, je dis, putain, 2h30, mais au secours, je vais les saturer, c'est beaucoup trop long. Mais en fait, ça se fait insidieusement, petit à petit. On ne regarde pas la montre, les questions viennent, on répond et il faut laisser le temps. Donc, c'est long et en même temps, enfin, moi, je suis à fond dedans. C'est intéressant que je ne vois pas le temps passer. Je pense que les patients n'ont pas senti non plus et ils ont apprécié ce temps posé sans montre. Voilà, moi, je dirais ça. Oui, parce qu'ils ont eu le sentiment que vous étiez entièrement pour eux, quoi. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, Sophie ou Madame Tessier, vous voulez intervenir? Est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que du coup, vous n'avez pas pu faire d'atelier aujourd'hui? Si demain ça se présente, est-ce que vous avez d'autres interrogations? Est-ce que ou même Je pense que effectivement, je rejoins Claire. Je pense que le premier contact avec le patient ça nécessite vraiment un échange et je pense effectivement pour attaquer une séance d'éducation thérapeutique, je pense qu'il y a vraiment cette phase de prise de connaissance de l'un et de l'autre. Donc, je comprends tout à fait qu'elle y ait passé beaucoup de temps. Ça ne m'étonne pas, ouais. Voilà. Après, moi, je suis très, on va dire,
Je suis très attentive à tout ce qu'elles nous ont dit là, parce que voilà, je me pose des questions, comment ça va se passer, etc. Quels outils aussi elles ont utilisés, parce que personnellement, alors moi, je n'ai pas eu les outils, on va dire, papier du tout début. Là, les classeurs qui avaient été fournis, moi, j'en avais pas d'exemplaires. Alors, je sais que maintenant, ça marche plus par des liens informatiques. Donc, je serais aussi très curieuse de les avoir, ne serait-ce que pour me les approprier avant d'attaquer des séances, quoi. Voilà. Alors, effectivement, vous étiez sur le premier groupe de pilotes et donc le réseau vous avait bien indiqué que les sessions de formation vous étaient ouvertes pour justement vous puissiez regarder ce qui a pu être changé par rapport à ce groupe pilote de démarrage. Donc, vous aurez accès aux outils dont Claire parle ou Annick parle aussi. Donc, il y a 2 outils en plus qui ont été développés. D'accord. Alors moi, je suis sur la deuxième session. Je crois que j'étais avec toi, Annick. Et moi, comment dire, je ne sais plus comment il s'appelle, les sites interactifs sur l'ordinateur et l'autre n'étaient pas encore mis en place. C'était vraiment comme le topo de l'éducation thérapeutique avec le petit jeu et les cartes. Alors moi, je suis très jeu de société et très carte, et je trouve que sur des personnes de 70 ans, puisque mes 2 patients ont 70 ans et plus, alors, il y en a qui sont très pro informatique, moi beaucoup moins. Je me suis confectionné le jeu à la maison et j'y ai passé 10 heures pour le confectionner. Mais j'aime bien manipuler, j'aime bien que ce soit manipulé, et je trouve que pour le patient de pouvoir manipuler, alors ça c'est personnel, hein, les cartes, de savoir voir, de pouvoir les lire, etc. C'est peut-être différent d'être sur Internet. C'est vrai que moi, je suis moins à l'aise avec Internet. Je n'ai pas été formée dessus. Il faut que j'aille revoir, il faut que je fasse. Et c'est vrai que je manque beaucoup de temps ou je ne le prends pas assez. Mais j'ai mon petit jeu et pour le moment, je vais faire avec mon petit jeu et j'en suis très contente en tout cas. Voilà. Mais ça prend du temps pour le fabriquer. Ça, c'est une certitude. Josépé, tu voulais intervenir et après on laissera la parole à Madame Simbola. Oui, je voulais savoir si vous pensez que les prochaines séances de TP vont durer aussi 2 heures ou 2 heures et demie, ou est-ce que sur les infos que vous avez eues la première séance, ça va déjà vous aider à réduire le temps sur les prochaines séances, s'il vous plaît? Moi, je pense que demain, c'est ma deuxième séance avec mon premier patient. Ça va durer moins de temps parce qu'on se connaît un petit peu, on a pris le temps. Et la deuxième séance des TP, je trouve qu'il y a moins de travail à mettre en place avec eux. C'est quelque chose de différent. Elle me semble, c'est bien, elle me semble moins lourde d'informations à donner. Donc, pour moi, je suis convaincue que demain, j'y passerai pas 2 heures même. Moi, je pense pour la deuxième séance aussi, celle qu'ils ont faite, j'ai l'impression que aussi les connaissances à partager sont bien denses. Donc, de toute façon, le contenu est déjà moins important. Et puis, on aura déjà fait connaissance, donc oui, ça devrait être moins long quand même. Alors, du coup, je reprends. Pour info, moi, j'ai récupéré des infos d'une collègue qui est en Ardèche. Est-ce qu'il y a la possibilité de couper les micros, s'il Vous vous plaît? entendez? Merci. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ouais. Donc, j'ai récupéré des infos d'une collègue qui est en Ardèche, qui a 2 patients du CLB et qui, pour le moment, ce qu'elle m'a dit, ça s'est super bien passé, que ce soit avec le patient, mais aussi le lien qu'il y a eu de communication avec le CLB sur les outils, la communication, les dossiers, voilà, les synthèses et tout ça. Donc, elle était plutôt satisfaite de ce qui a été mis en place. D'accord. J'en sais pas plus, j'essaie d'en savoir plus, mais voilà. Pour le moment, je pense que c'est plutôt plus que positif. Merci, oui. Je peux bien dire quelque chose sur l'organisation. Ah, on n'a pas entendu votre Annick, oui. Sur la prise de rendez-vous, par rapport à notre planning infirmier libéral, pour moi, ça n'a pas été facile parce que les 2 patients que j'avais sont très actifs, en profession libérale également. Donc, en fait, le TP pour le monsieur de Parcieux, le premier rendez-vous avait été pris à 7h30, à 7h du matin. On devait faire du 7h-9h, quoi. Parce qu'en fait, il n'était pas disponible à d'autres moments. Alors, finalement, j'ai eu un empêchement, donc on l'a annulé
parce qu'il a fallu que j'aille sur le centre de vaccination, bref. Et du coup, c'est samedi après-midi, mais les rendez-vous ne sont pas faciles à prendre en fait quand c'est des gens qui travaillent. Parce que soit on y va après 19h, soit on y va avant 7h. Donc en fait, c'est plus facile, sur les jours de repos, mais même sur les jours de repos, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Ok, je vais juste vous J'ai quand même omis de remercier toute l'équipe du CLB, que ce soit Marie, Marjorie, j'ai eu affaire à elle, Magali, pour leur disponibilité, leur écoute et la réponse aux différentes questions qu'on se pose quand on est face à tout ça. Et voilà, c'est vraiment un lien important aussi et fort agréable. Merci pour ce retour. Je vous donne juste pour peut-être terminer. Géraldine, vous ne vouliez pas dire quelque chose? Il me semble que vous avez levé la main. Oui, mais après, c'était mon retour d'expérience, mais après, il est un peu équivalent à celui des autres. Juste moi, dans les ateliers, j'ai un peu mixé entre le site immuno, en tout cas pour le premier atelier, pour tout ce qui était l'anatomie, parce que je trouvais ça plus ludique, et puis après, j'avais fonctionné avec les cartes. En sachant que moi, pour la patiente, ça a été très, très dense, le premier atelier. Vu qu'elle avait encore pas d'effets secondaires, ça lui a limite fait un peu peur, parce que ça fait quand même un peu catalogue, hein. Voilà, et par contre, son ressenti au deuxième atelier, j'ai senti qu'elle avait digéré le premier et que pour le coup, elle se sentait plus… elle avait plus compris la finalité de pouvoir être capable de se prendre en charge. Mais c'est vrai que le premier, et puis pour en revenir avec mes collègues, il faut quand même un temps de présentation, parce qu'effectivement, je ne la connaissais pas, il faut quand même un temps de présentation qui est conséquent, parce qu'on ne peut pas lui sauter dessus avec notre catalogue. Et puis, moi, j'ai trouvé que ça lui avait aussi pas mal permis d'exprimer ses émotions par rapport à tout son suivi, son cursus au CLB. Et j'ai eu l'impression, alors surtout au deuxième atelier, parce que du coup, vu que la prise de connaissance était faite, qu'elle en avait besoin et que ça lui faisait du bien d'en parler et d'être à la maison pour en parler, d'être hors site en fait. Ok. Merci. Merci beaucoup. J'entends, Géraldine, c'est que ces ateliers thérapeutiques faits à la maison libèrent la parole et permettent à l'autre de pouvoir poser et mettre des mots sur ces émotions qu'ils ont pu développer tout au long de leur expérience par rapport à l'hospitalisation, le diagnostic, les thérapeutiques, etc. C'est bien ça? Ouais, j'ai trouvé. Et surtout sur le deuxième atelier où j'ai senti qu'elle me connaissait, qu'elle m'identifiait moins comme un soignant sur site. En fait, cette dame, elle, a priori, ce que j'ai compris, c'est que à l'hôpital, c'est difficile pour elle au niveau émotionnel. Et que du coup, d'en reparler à domicile, de prendre ce temps-là avant l'atelier, ouais, j'ai senti que ça lui était vraiment bénéfique. D'accord. C'est super. J'ai juste une question à poser. Ah, Giuseppe, excuse-moi. Je te laisse la parole. J'ai juste une question à poser parce que l'heure tourne. C'était au vu de ce que vous dites les unes et les autres. Annick qui dit les prises de rendez-vous sont complexes par rapport aux disponibilités des uns et des autres. Et ça, c'est une réelle, mais vraiment, une réelle difficulté de tous les libéraux, hein. Nous, beaucoup moins en libéral traditionnel parce qu'on a beaucoup de patients qui sont à la maison pour des soins continus. Mais les prises de consultation comme ça ponctuelles, c'est vraiment une complexité. On voit bien nos collègues orthophonistes et tout comme c'est complexe. Donc ça, c'est une réelle une complexité, une réalité à prendre en compte. J'entends l'espace de parole et du coup l'alliance thérapeutique que vous créez dès le premier atelier thérapeutique, qui requiert du temps pour cette alliance et ensuite qui génère de la confiance et vraiment une alliance au cours des autres rencontres. Du coup, je vous posais la question, si cette activité venait à grandir, parce que c'est l'objectif, que l'on va avoir un nombre important de patients à suivre en éducation thérapeutique, immuno, voire dans d'autres spécialités également. Comment voyez-vous l'organisation des cabinets? Comment imaginez-vous tout cela? Pour ma part, les sortir de mon agenda de soins traditionnels. Je sortirai du cabinet pour faire ça.
Moi, ce serait pareil, ce serait des journées axées là-dessus. Je fais déjà de la consultation infirmière, parce que je suis hypnopraticienne, donc je mets en place ce genre de consultation en dehors de mon travail aussi pour être disponible ou sur les jours de repos. Donc pour moi, le TP, c'est quelque chose qui est en dehors. Alors, je rejoins Annick, ça ne s'est pas présenté à moi sur des gens qui sont encore en activité, puisque mes 2 patients sont à la retraite. Donc j'ai pu les caler en journée, pas à 7 h du matin ou le week-end. Mais c'est vrai que sur les consultations, les gens qui sont en activité, ben, c'est un peu plus tard le soir. En tout cas, c'est pas à 13 h ou à 10 h du matin. Voilà. Après, c'est à nous aussi de nous organiser ou de nous rendre disponibles ou pas en fonction de nos envies de développer ou de se rendre disponible. Enfin bon, il y a plein de critères qui peuvent rentrer là-dedans. Mais évidemment, moi, je le mets pas sur une tournée d'infirmière libérale. C'est quelque chose qui est en dehors. Géraldine et Giuseppe, vous pouvez nous donner votre avis? Moi, je rejoins mes collègues. Moi, je suis revenue sur un repos pour le faire. Et vu que je rapproche ça plus d'une consultation, il faut un temps dédié et c'est pas possible d'être inclus dans une tournée. Donc, oui, nous, on a imaginé sur notre cabinet, si ça s'amène à grandir, de se dédier une journée pour ça. Alors, je n'ai pas encore eu de patient. Au sein du CAB, on a failli en avoir un, mais bon, ça ne s'est pas très bien passé pour le patient. Mais comme ça, c'est sûr que les séances de TP se feront en dehors des tournées classiques. Je pense que c'est aujourd'hui impensable, au vu de la charge de travail que l'on a supplémentaire, de les mettre dans une tournée. Puis ce ne serait pas, à mon avis, préférable ni pour nous ni pour eux. Après, j'avais une question. Est-ce que justement la situation sanitaire aujourd'hui a compliqué soit la prise de rendez-vous, soit justement le temps passé avec les patients? Est-ce que ça a compliqué les choses? Parce qu'on voit bien que les gens sont beaucoup plus stressés et angoissés par les conditions sanitaires actuelles. Est-ce que ça a compliqué les choses en fait pendant les consultations, soit vraiment pour prendre soit rendez-vous, soit pendant la phase d'entretien? S'il vous plaît. Moi, pardon, ça n'a pas compliqué, mais par contre, c'est pour ça que je n'ai pas voulu utiliser les outils cartes. Parce que je trouvais que ce n'était pas très Covid et que j'ai emmené mon ordi, j'avais mes lingettes, j'ai nettoyé l'ordi. Voilà, ça me semblait plus adapté. Alors, je te rejoins, Annick, moi, ça ne m'a pas impacté. Par contre, moi, ce que j'ai fait sur mon outil carte, c'est que mes super websites qui ne me servent à rien, j'ai tout plastifié pour pouvoir faire tout de l'anti-Covid. J'ai tout nettoyé après. Voilà, bah ouais. Moi, effectivement, moi, j'ai pas eu le courage de Claire de faire mon jeu de cartes à moi. Je l'ai fait faire en fait par un truc d'impression et effectivement, j'ai tout fait plastifier. Comme ça, le coup de lingette, j'étais venue avec mes lingettes et voilà. Et psychologiquement? J'ai pas eu l'impression. Non, pas de différence pour moi. Ça n'a pas eu d'impact. Alors, moi, je voudrais juste rebondir sur ta question, Giuseppe. Alors, je reprends ma casquette un peu de copilote de ce projet. Je trouve super si effectivement il n'y a pas cet impact et que vous avez pu effectivement vous organiser et adapter les outils. Ce que nous, on remarque, c'est qu'aujourd'hui, j'en rediscutais avec Magali à l'instant, sur l'ensemble, si on prend l'ensemble de la région Rhône-Alpes, nous avons qu'une centaine d'infirmières ou infirmiers qui sont formés par rapport à l'immuno, ce qui reste encore des chiffres sur lesquels, pour nous, c'est des difficultés en termes de cartographie, parce qu'on n'arrive pas non plus à pouvoir balayer du coup tous les secteurs. Et dans vos retours qui sont extrêmement positifs, et vraiment on vous remercie de ce retour d'expérience qui à la fois est encourageant aussi pour nous les soignants en interne par rapport à ce que vous dites sur cette coordination. C'est vrai qu'en ayant le patient au bout, eh bien, on se heurte un peu à des difficultés à certains moments parce qu'on n'a pas au regard des fois le cabinet pour pouvoir faire les soins. Et ça reste un peu une complexité aujourd'hui, sans doute à cause du Covid aussi, parce que les temps de formation, il faut les
les trouver au milieu de toutes vos tournées qui sont hyper chargées. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment un plan de com, de communication à faire et aussi ça passe par vous et on a vraiment besoin de vous aussi là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Louise, mais c'est vrai que pour nous, ça reste encore une petite difficulté. Autour de moi, j'ai beaucoup d'infirmiers qui se forment à l'ETP en général et pour faire de l'immunothérapie ensuite. Hein. Donc ça va venir, je pense que c'est oui. qui accède à la première phase du... Oui, c'est ça. On arrive tout doucettement à avoir passé le cap des 6 premiers mois. Hein. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on veut conclure sur peut-être l'avenir, c'est peut-être ça aussi, en se disant que l'avenir, ça sera d'avoir peut-être un nombre important aussi de cabinets formés pour cette prise en charge qui, pour le coup, ne diminuera pas parce que les patients sont toujours là, ces traitements évoluent peut-être, mais en tout cas sont de plus en plus proposés et proposés en première intention. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. J'ai une question pour, si vous permettez, sur les perfusions, sur la deuxième session. La dame de Saint-Germain me disait que ça durait à l'hôpital 1h15, 1h30. Alors moi, je ne sais pas du tout l'info que j'avais lors de la formation. Combien de temps durent les séances de perfusion à domicile lorsqu'on va les commencer? Normalement, c'est autour d'1 heure, je dirais. Alors après, si je peux me permettre, les infirmières, Bénédicte, tu vas peut-être pouvoir répondre. Disons qu'il y a le temps d'appareillage aussi, si le patient a un pack, ou ouvrir le PICC line ou poser un cathlon en fonction du patient. Donc c'est vrai que si on ajoute ce temps au temps de perfusion, en soi l'immunothérapie peut passer en 3/4 d'heure facilement, c'est pas un problème. Mais il y a tout le temps de mettre en place, d'appareiller le pack et de le désappareiller après. Oui, mais il n'y a pas d'hydratation avant-après. Non, je pense que vous faites une rinsure derrière, mais il n'y a pas de... D'accord. Non, c'est pas du tout comme la chimiothérapie, on n'a pas besoin de... Je vous demande ça parce que si pour participer pleinement à l'article 51, je devais par exemple envisager de faire des séances de TP plus loin, hors de mon secteur, pour que ça marche, quoi. Et il faudrait que sur la deuxième étape, on puisse prendre les gens en charge et donc rester sur place. Donc ça veut dire... Oui, normalement, voilà, comme il faut rester sur place pendant le temps de l'injection, voilà. Donc après, moi, de ce que j'ai compris, parce que j'ai 2 patients qui sont les 2 premiers à être passés en séquence 2, les perfusions, donc les infirmières de l'HAD appellent le patient la veille, comme nous le faisions actuellement, surveillent la biologie, posent toutes les questions nécessaires. Après ça, elles en informent l'oncologue qui valide le traitement. C'est préparé à la pharmacie, donc la veille au soir. Et tout est prêt pour partir du centre dès le jour au matin tôt. Donc les patients en région lyonnaise, ça arrivera dans la matinée. Et les patients plus loin, parce que on en a dans le 71, la Haute-Savoie, la Drôme, etc. Donc ceux-là, les infirmières HAD disaient que ça arriverait plutôt aux alentours de midi, 1h. Donc le patient reçoit tout son colis et le patient est censé vous contacter. Vous savez déjà le jour de la perfusion, mais dès que le colis arrive, le patient vous contacte. Par contre, vous n'avez aucune obligation d'être là dans les 5 minutes. C'est un produit qui est stable. Donc, vous savez juste que, à partir de maintenant, quand vous avez un trou dans votre tournée ou quoi, vous pouvez y aller parce que monsieur ou madame a déjà reçu le matériel nécessaire. Oui, surtout, ça pourra être fait entre nos 2 tournées. C'est-à-dire en début d'après-midi, quand nous, on tourne, beaucoup de cabinets qui ne tournent pas en début d'après-midi. D'accord. Après, selon, les 3 IDEC, donc tant Marie sur le mélanome que Lise sur le rein ou de mon côté sur la pneumo,
nos hôpitaux de jour, enfin les jours de traitement ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça peut être aussi avantageux si vous avez plusieurs patients, parce que les traitements, par exemple en pneumo, les traitements seront toujours le mardi ou le mercredi. Pour le mélanome, il y a certains jours, et pour l'uro, il y a certains jours aussi. Donc le fait que vous n'ayez pas des patients suivis par le même oncologue fait que vous pouvez en voir plusieurs parce que ce ne seront pas les mêmes jours de perfusion. Par contre, même si les effets secondaires ne sont pas les mêmes que la chimiothérapie, les règles de fonctionnement sont identiques, c'est-à-dire que si c'est décidé sur le mardi, même si le produit est stable, l'injection se fera le jour même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décaler le lendemain parce que, je ne sais pas, pour X et X raisons, vous auriez un empêchement. Il faut respecter les intercures, les protocoles, de la même manière que si c'était de la chimiothérapie. Ce qui vous semblait peut-être évident, mais c'est bien aussi des fois de le rappeler. Ça n'est pas un produit extravasant, c'est-à-dire que si ça venait à passer à côté, ça ne fait pas des problématiques cutanées comme on peut le voir avec certains produits de chimiothérapie, d'où la raison pour laquelle il y a des patients qui, en tout cas sur la première séquence, n'ont absolument pas de voie centrale. Après, ça sera pareil du cas par cas sur la pose d'une chambre implantable ou d'un PICC line. Voilà. Je pense que tous ces échanges, grâce à vous, ont été extrêmement riches. Est-ce que vous auriez pour le mot de la fin, je dirais, des améliorations autres à nous soumettre? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, là aussi, peut-être un petit verbatim de conclusion? Vous nous avez dit déjà beaucoup de choses, mais est-ce que… Moi, je peux juste rajouter que j'ai été peut-être un tout petit peu frustrée pour mes ateliers de les faire, d'envoyer le compte-rendu, mais pas d'avoir de… Enfin, j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un, limite au téléphone, voilà, pour expliquer soit mon ressenti ou soit ce que j'avais vu un peu plus précisément pour la patiente, en fait. J'ai trouvé que la transmission juste via le questionnaire, moi, ça m'avait un peu frustrée. Alors, peut-être parce que c'était la première et que j'avais vraiment envie de partager mon expérience, hein, mais voilà. C'est le seul petit point, voilà, qui m'a un peu frustrée. Juste pour rebondir, donc en fait, Jessica est arrivée dans l'équipe d'éducation thérapeutique très récemment et ça va être aussi l'une de ses missions de vous recontacter pour faire un débrief sur chaque atelier, si vous en avez besoin. Donc, ça arrive. Tout à fait. Donc, en fait, quand les infirmiers libéraux nous enverront la synthèse via le CISRA, systématiquement, je répondrai à ce message par un email proposant à l'IDEL, hein, s'il le souhaite, d'être recontacté derrière, d'envoyer un peu les disponibilités. Et ensuite, je vous recontacterai derrière pour qu'on puisse échanger sans problème. Ah bah super, parce que l'échange ne sera pas forcément nécessaire, mais le fait d'avoir un retour sur ce qu'on a envoyé, bon bah c'est oui, très bien, merci. Enfin voilà, mais c'est super alors, très bien. Ça ne sera pas obligatoire, c'est seulement si l'UDEL en ressent le besoin ou l'envie. Super. Est-ce que je peux poser une question? Il y aura le mot de la fin, Giuseppe. Oh, ouais, ok. Est-ce que les objectifs… Alors, tu en as peut-être parlé, Pascal, mais je m'en souviens peut-être déjà plus. Mais est-ce que les objectifs du CLB en nombre de sorties de patients pris en charge à domicile ont été atteints en fait l'an dernier? Je reviens toujours par rapport au contexte sanitaire, probablement que ça a été compliqué pour vous. Et qu'en est-il pour l'avenir en fait? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit à un moment donné, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre d'inclusions et de patients atteints sur les 6 mois était de 75. Nous sommes à 45. Donc, si on est pragmatique, c'est qu'ils ne sont pas atteints. Après, il y a plusieurs causes, en tout cas que nous identifions.
c'est effectivement le contexte sanitaire est peut-être pas extrêmement positif sur ce coup-là, mais c'est aussi ce que j'expliquais tout à l'heure dans l'évolution des thérapeutiques, puisque le cahier des charges a été écrit en 2018, donc ça commence à dater, mine de rien. Et à l'époque, on n'était que sur de l'immunomonothérapie, c'est-à-dire une seule molécule. Aujourd'hui, les sociétés savantes préconisent ou ont des recommandations sur des bithérapies, c'est-à-dire soit 2 immunos, soit une immuno, une chimio, soit une immuno, une thérapie orale. Donc, ces patients qui sont à peu près, on a essayé de faire une petite étude rapide qui correspondent à peu près à 30 patients qu'on aurait pu inclure si les bithérapies avaient été actées pour les inclusions, on aurait été bon dans ce qu'on avait imaginé. Donc, lors des différents copiles que nous avons, tous les 15 jours, ou en tout cas, ça se renouvelle tous les 15 jours, avec l'ARS et la CNAM, nous avons demandé à ce qu'il y ait une révision du cahier des charges pour avoir l'autorisation de pouvoir inclure maintenant des patients qui sont sous bithérapie. Donc, nous sommes dans l'attente de cet accord, en sachant qu'aujourd'hui, nous avons des patients, notamment dans le cadre du mélanome, qui souvent démarrent avec des bithérapies pour enchaîner avec de la monothérapie. Donc, ça veut dire que pour vous, après, à la maison, ça ne changera rien, il n'y aura qu'une seule molécule. Mais aujourd'hui, la porte d'entrée de 2 n'est pas ouverte. Donc, ce qui fait qu'effectivement, tout s'adapte. Donc, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Sans doute, ça va être des choses qui vont évoluer, entre autres. Annick, vous avez levé la main? Je vous salue, il faut que j'y aille. J'ai déjà 15 minutes de retard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mais je pense que nous aussi, nous allons clôturer parce que, en tout cas, on vous remercie de tous ces échanges vraiment d'une très, très grande richesse qui nous conforte aussi dans ce projet. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et puis, nous referons ce format-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, du coup, si vous avez trouvé ça intéressant. Nous en avions déjà, en tout cas, imaginé un autour du mois de juin qui permettrait de faire les 1 an du démarrage de ce projet. On va voir si on peut le faire un petit peu soit avant, soit si on maintient cette date. Voilà, sur un format un peu identique ou peut-être l'ouvrir aussi à d'autres cabinets libéraux, à réfléchir un petit peu tous ensemble. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous connaissez notre boîte mail commune, donc tout sera centralisé sans problème et toujours très riche. Et en plus, il y a l'enregistrement, donc vous pourrez vous réécouter, le diffuser éventuellement à vos autres collègues qui n'ont pas pu être peut-être présents. Et du coup, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi s'il n'y a pas d'autres interventions et je vous dis à très bientôt. Alors, soit par mail, parce que personnellement, c'est plutôt par mail, et puis par téléphone avec les infirmières de parcours ou avec l'équipe ETP. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Moi, il me semble hyper important, on est dans le cadre de l'expérimentation. Cette expérimentation, bien entendu, il va y avoir des enseignements et une expérimentation est mise en place pour voir si on généralise ou pas après les années d'expérimentation. Ce qui veut dire que nous avons un défi important, c'est celui de bien tracer tout ce qui se passe de façon à valoriser la consultation infirmière et l'éducation infirmière, l'éducation thérapeutique, les temps de coordination que nous consacrons pour nos partages et pour la réussite de ces parcours. Et aussi, tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y a du temps important qui est consacré aux patients. Il est utile, il est incompressible. Et bien, ce temps-là aussi, il faut le tracer parce que le temps des statistiques viendra
Et il faudra que nous, au niveau de ces enseignements, ensuite, elles puissent servir à enrichir notre nomenclature. Parce que dans un deuxième temps, eh bien, la rétribution de la consultation ne se fera plus par expérimentation, ni par… elle va se faire au niveau nomenclature. Enfin, l'objectif, il est là. Donc, c'est vrai que si nous ne traçons pas suffisamment, eh bien, tout ce qu'on vient de dire va s'évaporer. Et dans quelques années après, on ne pourra plus le mettre en lumière. Donc, on a vraiment en un jeu, là, un enjeu important, c'est celui de tracer pour qu'on puisse ensuite le valoriser. Et puis garder ce qui marche et garder et réajuster ce qui ne fonctionne pas, bien sûr. Mais l'enjeu, c'est aussi la nomenclature dans un deuxième temps. Voilà. Merci à tous de mon côté, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Et au grand plaisir d'une autre étape d'échange au mois de juin, avec grand plaisir. Voilà, écoutez, merci à vous, bon courage pour le quotidien. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir à tous.